Alors, bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui normalisation et de l'intérêt de la normalisation pour la filière laitière. Donc, petite information avant de commencer, ce webinaire est enregistré et le PowerPoint vous sera transmis suite à cette réunion. Alors, aujourd'hui, nous serons trois à présenter le webinaire. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je commence. Alexia Grebeau, chef de projet qualité du lait et laboratoire au CNIEL. Jennifer Huette, je suis secrétaire générale de Fil France. Et Philippe Trossat, je suis directeur du pôle expertise analytique d'Actalia et j'interviens sur demande du CNIEL dans une grande partie des commissions de normalisation analytique. Alors, avant de commencer, je vous demanderai à tous de bien couper vos micros pour être sûr qu'il n'y ait pas de perturbation pendant la présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous essaierons d'y répondre à la fin de la présentation s'il nous reste du temps. Sinon, on tentera de vous faire un retour par mail. Enfin, on verra comment on s'organise en fonction de l'avancée de la présentation. Alors, avant toute chose, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est le CNIEL. Philippe, si tu veux bien passer la slide. Oui, si elle veut bien passer. Ça y est. Tu la vois? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok, super. Il y a un petit peu de temps de latence entre l'Est et Paris, hein, c'est normal. Alors, donc le CNIEL, c'est le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Et donc, c'est une association qui a été créée en 1974 dans le secteur du lait de vache. Alors, le CNIEL représente toute la filière, des producteurs à la production. Et il est constitué donc de 4 collèges. Donc, nous avons le collège des producteurs, le collège des coopératives laitières, le collège des industries laitières privées et le collège de la distribution, restauration collective et des crémiers fromagers. Donc, le CNIEL travaille pour l'ensemble de la filière et traite de sujets collectifs afin de la faire progresser. Et donc, un des sujets traités est la normalisation, ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors, quel est le rôle du CNIEL dans la normalisation? Donc, il faut savoir que le CNIEL finance la commission V04A, lait et produits laitiers, et participe aux commissions V08B, microbiologie alimentaire, et V03B pour les méthodes d'analyse horizontale des produits alimentaires. Et sur la partie analytique, donc sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, le CNIEL mandate Actalia pour traiter des sujets techniques et suivre ces sujets. Donc, pourquoi la normalisation est essentielle pour la filière laitière? Donc, elle permet la valorisation des productions, des produits et des spécificités française. Elle permet également de faciliter les échanges nationaux et internationaux, d'harmoniser les méthodes et les résultats. Et donc, l'intérêt pour la filière est essentiel puisqu'elle va couvrir la normalisation, donc tous les domaines. On va avoir le technique, l'économique, la qualité, les spécifications des produits laitiers, etc. Voilà. Philippe, je te laisse la parole. Oui, merci. Alors, moi, je vais poursuivre. Alors, l'objet effectivement, comme tu l'as dit Alexia, ou comme vous l'avez dit Jennifer, c'est d'élargir un petit peu le cadre de la discussion, non pas rester que sur des aspects techniques, même s'il y en aura, ne vous inquiétez pas pour les gens de laboratoire, mais surtout de voir d'une part quels sont les acteurs qui interviennent dans la normalisation. Effectivement, quand on n'est pas dedans, ça peut paraître un peu compliqué, ça l'est toujours un peu d'ailleurs, mais surtout à quoi ça sert, parce qu'on a quand même l'impression au départ que la normalisation, c'est pour les laboratoires, quoi, hein. Sauf que les impacts, la valeur ajoutée, comment c'est intégré au niveau des aspects potentiellement économiques, organisationnels, etc., sont vraiment importants. Donc l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est, outre le fait de faire un point à date sur les sujets, et tous ne seront pas discutés clairement, hein, et tous ne seront pas présentés, autrement il faudrait 3 jours, c'est plus de remettre la normalisation dans son contexte professionnel au niveau de la filière laitière. Voilà. Vous m'entendez bien, c'est tout bon ?
Ok. Donc, juste commencer, qu'est-ce que c'est que la normalisation au départ? Et là, on a une définition qui est dans un décret de 2009 qui dit que la normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objectif et pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations, des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits et des services ou à des méthodes ou à des processus. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant compte des objectifs de développement durable. Et on a tendance à dire également que la normalisation est un élément clé dans la stratégie économique. Et derrière une normalisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des normes. Alors, on ne parlera pas aujourd'hui de normes produits ou très peu, mais surtout de normes méthodes d'analyse. Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu. On verra tout à l'heure tous les organismes, entre guillemets, qui peuvent reconnaître ces documents. Et surtout, ce qui est important, c'est un document établi par consensus et qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Alors, on en a fini avec les définitions. Ce qu'il faut quand même dire au départ, c'est que une norme, vous le voyez au milieu, a une application volontaire. Alors, sauf cas particulier, il y a des cas particuliers de normes d'application obligatoire, on n'y reviendra pas tout à l'heure, puisque assez peu présentes dans notre cadre de filière laitière. Un texte réglementaire, par contre, a une application obligatoire. Et on verra tout à l'heure qu'un texte réglementaire, qu'il soit français ou européen ou international, est d'application. Il y existe également des spécifications professionnelles qui sont en application volontaire. Donc, par rapport à notre problématique d'aujourd'hui et notre questionnement, une norme sur une méthode d'analyse, globalement, est d'application volontaire, pas obligatoire. Sauf si, effectivement, on l'a vu tout à l'heure et on le verra tout à l'heure, c'est repris dans la réglementation ou dans un certain nombre de règlements. On peut se poser la question, ça sert à quoi finalement d'écrire un document et pourquoi faire une norme si on veut dire comme ça? La première des choses, définir un langage commun, harmoniser des pratiques, assurer la compatibilité technique de matériel ou l'interopérabilité de systèmes, fournir des modes de preuve, donner confiance. In fine, on est à donner confiance aux utilisateurs, aux consommateurs et au pouvoir public. Si on regarde en macro la partie organisation de la normalisation, on va s'intéresser plus à la partie du milieu pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les autres domaines. Vous avez électricité d'un côté, télécom de l'autre. Vous avez tout un ensemble d'organisations, et on y reviendra tout à l'heure, que sont l'ISO au niveau international, le CEN au niveau européen. Pour l'autre autre domaine, c'est-à-dire le domaine agroalimentaire, est intégré là-dedans. Ce qu'il faut quand même voir, et ce qui est important, c'est que les normes internationales, il y a une reprise volontaire par pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, via AFNOR, dans notre cas précis, peut décider de reprendre ou non une norme internationale ISO, alors que pour les normes européennes, on n'a pas le choix. À partir du moment où une norme sera une norme EN, c'est-à-dire une norme rédigée et homologuée par le CEN, le Comité européen de normalisation, la reprise est obligatoire au niveau français. Jennifer? Merci. Alors, on espère vous avoir pas tout à fait perdu déjà quand on arrive à cette slide. Juste pour résumer les principaux acteurs de la normalisation dont on va parler aujourd'hui. Donc, au niveau français, il y a l'AFNOR, Philippe l'a mentionné à plusieurs reprises. Au niveau européen, on a le CEN. Et puis, on a deux organisations au niveau international, que sont l'ISO et la FIL. Alors, en tant que secrétaire général de FIL France, moi je vais vous parler de FIL France et puis ensuite on rentrera dans le détail des autres organisations. Donc FIL France, c'est une organisation internationale qui est basée à Bruxelles et qui regroupe en fait le secteur laitier international autour de différents sujets qui sont tous basés sur l'expertise scientifique et technique. Et donc la FIL, c'est essentiellement un réseau d'échanges et d'expertise internationale. Elle représente l'ensemble du secteur laitier, donc vaches, petits ruminants, et elle le fait auprès d'organisations internationales. Alors, on reviendra sur certaines d'entre elles par la suite, mais je vais parler ici plus spécifiquement du partenariat avec l'ISO,
puisque la FIL a un partenariat assez unique avec l'ISO. Toutes les normes analytiques produites par la FIL le sont conjointement avec l'ISO. Donc, les normes d'analyse produits laitiers au niveau international sont des normes conjointes FIL-ISO. Au niveau de la structure de la FIL s'appuie sur des comités nationaux. Donc, FIL France et le comité national français, qui est chargé de nommer des experts sur les différents sujets traités par la FIL. On va y venir par la suite. Aujourd'hui, la FIL, c'est un réseau d'un peu plus de 1200 experts et qui se répartissent dans ce qu'on appelle des standing committees ou des comités permanents, qui sont des groupes de travail thématiques. Et donc, sur la droite, vous avez globalement l'organisation de la FIL, donc avec ces comités et groupes de travail qui sont en bas à droite et qui rapportent à un comité qui s'appelle le SPCC qui coordonne l'ensemble du programme de travail. Philippe, tu peux passer à la slide suivante. Donc, le programme de travail de la FIL n'est pas uniquement dédié aux méthodes d'analyse lait produits laitiers. Il couvre la totalité de la filière. Donc, vous pouvez voir ici les différentes thématiques qui sont traitées. Malgré tout, au cœur des travaux de la FIL, on trouve les normes. Et donc, les travaux de normalisation de la FIL font partie de son socle de travail. Donc, on se concentre aujourd'hui sur les méthodes d'analyse, mais il y a aussi des travaux sur tous les autres domaines qui donnent lieu, dans certains cas, à la publication de normes. Je te redonne la main, Philippe. Merci Jennifer. Je vais continuer avec les autres organisations. Alors, rapide, hein, pour être très clair, juste pour vous donner une overview, entre guillemets, des différents acteurs. L'ISO, qui est International Standard Organization, donc qui est l'acteur international de la normalisation, dont le siège et le secrétariat central est basé à Genève. Avec pour mission principale l'animation d'un réseau d'experts pour partager la connaissance et développer des normes internationales. Voilà. En ce qui concerne le secteur agroalimentaire, ces normes relatives au ce secteur-là contribuent à assurer la sécurité, la qualité, la durabilité des produits alimentaires comme des pratiques agricoles. Alors, on a au niveau AFNOR 174 organismes nationaux, dans lesquels on va retrouver AFNOR hein, pour la France, 827 comités techniques et sous-comités techniques, et puis un peu plus à date, c'était le chiffre d'hier, 25 000 normes qu'il y a au niveau de l'ISO. Alors, pour aller un peu plus loin par rapport à notre problématique, il y a des comités techniques, et le comité technique qui nous intéresse, nous, c'est l'ISO TC pour Technical Committee 34, produits agroalimentaires, à savoir que ce comité technique est présidé et managé par la France et par AFNOR. Et ensuite, on retrouve à l'intérieur de ces comités techniques agroalimentaires donc des sous-comités, et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui, le sous-comité 5, les produits laitiers. Alors celui-là est managé et présidé par la Hollande, mais on retrouvera, parce qu'on en parlera aujourd'hui, le sous-comité 9, sur la microbiologie, mais il y a tout un ensemble de sous-comités. Donc, les organismes nationaux qui finalement sont en lien avec l'AFNOR, avec l'ISO, et je vous cite l'AFNOR pour l'aspect français, produisent ou reprennent des normes internationales pour les publier en normes nationales, en les homologuant, et puis c'est l'AFNOR qui donne l'ouverture à la normalisation internationale. Dans un échelon en descendant au niveau géographique, on a le CEN, qui est le Comité européen de normalisation, encore une fois une organisation européenne non gouvernementale et indépendante, animation d'un réseau d'experts, reconnu par l'Union européenne, beaucoup de connexions entre Union européenne et CEN, et aussi l'association qu'on appelle EFTA, European Free Trade, pour développer et définir des standards volontaires au niveau européen. 34 organismes nationaux membres du CEN, on a les 27 plus quelques autres, et puis on a 827 technical bodies qui correspondent à des comités techniques et des groupes de travail. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et quelques exemples, et que vous entendez, alors on peut commencer par le CNTC 302, qui est sur le lait et les produits laitiers. Alors, il a une particularité, le TC 302, c'est qu'il ne travaille pas beaucoup, puisqu'il a une réunion tous les 2-3 ans. Il n'a pour vocation, finalement, que de reprendre des normes ISO, globalement, pour les passer en normes EN. Sachant que tout ça se discute généralement au départ, c'est-à-dire que quand on a ce qu'on appelle un nouveau projet au niveau de l'ISO, la question se pose, est-ce que c'est un projet qu'on va intégrer pour devenir demain une norme saine ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la réglementation sur ce sujet? Ça finalement, c'est assez lié.
ou pas, mais il n'y a pas de groupe de travail à proprement parler sur le lait et les produits laitiers sur le CNTC 302. À l'inverse du CNTC 463 sur la microbio qui travaille de pair et de concert avec l'ISO TC34 sous comité 9 sur la microbiologie. Et là, on a vraiment un travail actif avec une liaison avec l'Union européenne pour des questions de mandat, de travaux qui sont potentiellement financés par l'Union européenne sur des questions de méthode, par exemple sécurité des aliments ou sécurité alimentaire. Un autre exemple, dont on parlera tout à l'heure, le TC 275 tenu par les Allemands, est sur les méthodes horizontales agroalimentaires, c'est-à-dire que comme vous le savez, on a des méthodes sectorielles par produit, alors les produits laitiers, corps gras, la charcuterie, la viande, etc. Puis on a des méthodes, on va dire, physico-chimiques, biochimiques, horizontales, c'est-à-dire sur tous les autres produits. Et donc, dans ce CNTC 275, c'est là que se discutent, entre guillemets, toutes ces méthodes. L'AFNOR, pour finir, organisme français, association 19 reconnu d'utilité publique, donc c'est à Paris. Et là, je vous ai mis le logo d'AFNOR Normalisation, parce qu'il y a aussi d'autres branches, notamment AFNOR Certification. C'est l'animateur du système français de normalisation en application du décret dont je vous ai cité la définition tout à l'heure, avec un objectif de promouvoir les intérêts français au niveau européen et international. 90% des normes volontaires d'origine européenne et internationale. Dans le domaine laitier, on est globalement à peu près à la même chose, peut-être un peu plus, puisque sur les 200 documents normatifs, méthodes d'analyse qu'on retrouve au niveau international dans le portfolio. Au niveau AFNOR, on a globalement entre 10 et 15 normes françaises, franco-françaises. Quand je dis franco-françaises, c'est qu'elles ne sont pas, elles ne proviennent pas de l'ISO, de l'ISO et de la FIL par rapport à ça. Donc on est à peu près dans les mêmes pourcentages. Et bien évidemment, la mission d'homologuer et de publier les normes. Donc homologuer et publier les normes, que ce soit des normes ISO qu'on va reprendre et qui vont s'appeler ensuite NF-ISO, ou pour publier des normes NF franco-françaises qui finalement ont été produites, discutées uniquement en France. 11 secteurs d'activité dans la partie AFNOR normalisation. Si on s'intéresse à dont un secteur d'activité qui s'appelle agriculture et alimentation, 87 commissions dans ce secteur agriculture et alimentation, et à date, 1793 normes sur l'agriculture et l'alimentation. Donc ce lien international est important. AFNOR est le lien finalement entre la France et au niveau de la normalisation internationale qui est l'ISO et le CEN. Les principales commissions nationales d'intérêt que certains d'entre vous, j'ai vu les noms, connaissent bien évidemment. La commission nationale V04A, les produits laitiers, donc méthode d'analyse les produits laitiers. Je dis juste que cette partie est centrée principalement sur des aspects physico-chimiques, biochimiques, instrumentales, mais on retrouve des méthodes microbiologiques spécifiques les produits laitiers. On en parlera tout à l'heure, principalement des flores positives ou des flores d'altération. Par contre, finalement, le travail, la grosse partie et des méthodes microbiologiques seront horizontales, étudiées au niveau de la Commission nationale V08B microbiologie. La Commission V03B agroalimentaire, je vous en ai parlé tout à l'heure dans le cadre du CNTC 275, la méthode d'analyse agroalimentaire très, très horizontale. Je donne également une information. Le COS, puisqu'il y a des comités d'orientation stratégique au niveau de l'AFNOR, il y a un COS agroalimentaire, et c'est Jennifer qui siège à ce COS agroalimentaire. Important de savoir qu'au niveau normatif, la France porte un certain nombre de positions. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La présidence est le secrétariat de l'ISO TC34 agroalimentaire, et tout le versant microbiologie, que ce soit le TC34 sous comité 9 ou le CNTC 463, qui traitent de la microbiologie horizontale et qui travaillent de concert sur les méthodes microbiologiques, sont des entités portées, présidées par des Français et par Bertrand Lombard pour la partie sous-comité 9 et Alexandre Leclerc pour le TC 463 et bien évidemment secrétariat AFNOR par rapport à ça. Et puis le dernier point, c'est la présidence du Méthode Standard Steering Group, on en parlera tout à l'heure, qui regroupe les 4 comités permanents sur les méthodes d'analyse qui finalement travaillent sur les méthodes d'analyse des produits laitiers au niveau international entre le TC34 agroalimentaire sous comité 5 et la FIL
que je préside aujourd'hui jusqu'à la fin 2026, puisque les choses s'arrêtent par des mandats de 2 fois 2 ans. Voilà la cartographie, prenez pas peur, essayons de la faire simple, la cartographie globalement de la normalisation d'intérêt laitier, en vert la partie microbio, on va dire orange, si on peut dire comme ça, je ne sais pas quelle est la couleur sur vos PC, la partie plus chimie, biochimie instrumentale, et puis la partie agroalimentaire au sens large qu'on retrouve ici en bleu. Alors, avec les différentes échelles, tout en bas les commissions, donc au niveau français, au niveau du CEN, Europe, et au niveau international, au niveau de l'ISO. Donc si on part du haut, ISO TC34 qui se sépare en deux pour nos applications, le TC34 sous comité 9, microbiologie, qui a des connexions bien évidemment avec le CEN TC463 parce qu'il travaille en même temps, et avec une commission miroir française qui s'appelle la V08B. C'est-à-dire que ce qui va se travailler au niveau du sous-comité 9 va revenir à la V08B pour être discuter, échanger et remonter avec des commentaires, puisque c'est un processus démocratique entre le niveau national et le niveau européen et international. On retrouve également sur la partie droite, la partie plus chimie, biochimie, spécificité, les produits laitiers, l'ISO TC34, la sous-comité 5 sur les produits laitiers, qui est porté par les Hollandais, qui travaille de concert avec la FIL, depuis longue date, 1961, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, avec des réunions du méthode standard steering group qui servent aussi aux réunions de l'ISO TC34 sous comité 5. Donc là, il y a vraiment un groupe de travail complet, je vous le présenterai tout à l'heure, qui est en connexion avec la V04A de l'AFNOR, dont certains font partie, je pense, aujourd'hui, avec le CNTC 302, mais comme je vous l'ai dit, avec le petit bémol, comme quoi le CNTC 302 est plus un organe d'enregistrement qu'autre chose. Ce qu'il faut quand même voir, et que je n'ai pas marqué là-dedans, c'est que dans le cadre des commissions, il y a des liaisons. Et bien évidemment, le TC34 sous-comité 5 est en liaison avec le sous-comité 9. Donc il y a beaucoup de liaisons entre les différentes entités pour que finalement, on bénéficie du retour de l'expertise et de l'avis et des commentaires des experts des autres secteurs d'intérêt pour des normes qu'on produit. À côté, il reste l'agroalimentaire au sens large, je vous en parlais, c'est-à-dire que toutes les méthodes que vous verrez et qui sont estampillées food au sens large, et vous retrouvez, alors rien au niveau de l'ISO, même s'il y a une connexion entre le CEN TC 275 et le TC 34, mais le CEN TC 275 qui travaille sur cet aspect-là, agroalimentaire horizontal, et qui a une commission miroir au niveau de l'AFNOR avec la commission agroalimentaire horizontale V03B. Alors tout ceci vous paraît cloisonné, mais il y a des liaisons d'un peu partout finalement entre toutes ces bulles. Le petit dernier point qui est en gris mais qui est informel, on va dire, comme je vous le disais tout à l'heure, la commission V04 travaille sur le champ d'application du sous-comité 5 de l'ISO, et dedans il y a de la microbiologie. Et depuis tout temps, il a semblé intéressant de partager aussi avec des experts spécialisés de la microbiologie qui sont dans la V08B sur le lait et les produits laitiers, pour quand il y arrive une méthode, une norme, ou qu'il faut faire des commentaires sur une méthode microbiologique spécifique produits laitiers, que ce ne soit pas les physico-chimistes et les biochimistes de la commission V04 majoritairement qui répondent. Et donc, il y a ce qu'on appelle un GT48, alors 4 et 8 pour V0408, on n'est pas allé chercher bien loin en son temps, qui est animé, qui est informel, mais qui, dès qu'une norme arrive pour commentaire, peut finalement être transmise à des gens compétents en microbiologie et en produits laitiers pour, de fait, remonter des commentaires pertinents au niveau de l'ISO ou du CEN. Voilà. Donc, voilà un petit peu cette cartographie. En plus simple, vous avez la cartographie. Peut-être ce qui est important de voir, c'est comment joue, entre guillemets, quels sont les rôles que joue le CNIEL et Fil-France sur cet aspect-là. Jennifer, je te redonne la parole 2 minutes sur cette diapo. Oui, merci. J'espère que vous avez tout suivi sur la diapo précédente. On a essayé de résumer ici les 3 niveaux, donc français, européen et international. Alors, le CNIEL et Fil-France interviennent essentiellement au niveau français et international. On n'a pas de lien direct avec le CEN, ça passe par l'AFNOR obligatoirement. Pour agir au niveau de la normalisation, la France a 2 voies d'accès, la filière laitière française a 2 voies d'accès. La première, c'est via le CNIEL en passant par l'AFNOR. Donc, il y a un contrat qui existe entre le CNIEL et l'AFNOR
pour justement financer, comme le disait Alexia en introduction, la normalisation lait produits laitiers, donc la commission V04 qui est donc financée par le CNIEL. Et puis d'autre part, le CNIEL propose et travaille conjointement avec FIL France, donc Comité français de la FIL, pour coordonner les expertises qui sont ensuite portées au niveau de la FIL internationale. Donc, au niveau de la FIL, le travail il est assez structuré et il est normalement très lié avec le calendrier de l'ISO. Et donc, il passe par des questionnaires de validation. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle norme est proposée, elle est d'une part validée dans le cadre de l'ISO et d'autre part validée dans le cadre de la FIL. Donc, il y a une double validation, ce qui permet à la France d'avoir entre guillemets une double voie, puisqu'on vote d'une part par le biais de FIL France et d'autre part par le biais de l'AFNOR. D'autre part, ça nous permet de nommer des experts dans les comités ISO par le biais de la FIL. Donc, FIL France nomme les experts français qui sont ensuite nommés à l'ISO. Et puis, ça nous permet, pour finir, de profiter de ce réseau pour proposer des nouveaux sujets sans passer directement par l'ISO. Il suffit qu'on porte nos sujets au niveau de la FIL et qu'ils soient validés pour passer dans le programme de travail ISO. Donc voilà, globalement, si vous souhaitez vous impliquer au niveau de la normalisation, il y a deux voies d'accès. Soit vous voulez travailler au niveau franco-français et du coup, ce sera par le biais de la nomination à l'AFNOR. Soit vous le souhaitez monter au niveau international et dans ce cas-là, ça passera par l'intermédiaire de FIL France pour une nomination à la FIL. Merci Jennifer. Je vais poursuivre. La question qu'on pourrait se poser ensuite, c'est pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire du papier, même si c'est plus du papier aujourd'hui, mais pourquoi normaliser? Il faut voir normaliser comme harmoniser. Et on a coutume de dire que c'est pour faciliter la production, les services et les processus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une norme est un accord volontaire entre les parties intéressées concernant un produit, un service ou un processus. Et la normalisation consiste à documenter ce consensus, concernant une méthodologie adaptée, et dans notre cas précis, une méthode d'analyse. Et on arrive à un document de référence qui s'appellera, dans notre cas, une norme analytique. Et ces documents de référence sont largement soutenus, généralement acceptés, cohérents et non conflictuels. Et avec une valeur ajoutée. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas s'embêter à travailler sur des documents. J'ai l'habitude de dire que la normalisation est un long processus démocratique. Vous le savez, pour certains, parce que vous travaillez dedans ou parce que vous attendez des documents, quand je parle de processus démocratique, il n'y a pas moins de 3 ou 4 allers-retours entre les différents étages que je vous ai présentés tout à l'heure, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour l'établissement d'un document normatif, avec des commentaires qui sont étudiés, qui sont intégrés, avec des réunions de groupes de travail. Et ceci explique pourquoi, en règle générale, pour établir un document normatif sur une méthode d'analyse, il faut compter 24 à 48 mois. Alors, il y a différentes approches administratives, il y a des inscriptions à des programmes de travail, mais dès le départ, on demande à tous les pays membres ou les comités nationaux, dans le cadre de la FIL, s'ils sont d'accord pour travailler sur tel produit, et ensuite à 2 ou 3 ou 4 niveaux, tout dépend aussi de l'avancée et des types de projets. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des questionnaires, il y a des enquêtes avec des commentaires pour finalement que cette méthode d'analyse soit un consensus. Donc ceci explique cela, du pourquoi quelquefois vous pourriez avoir l'impression que ça n'avance pas, mais effectivement la démocratie qui est intégrée dans ce processus normatif fait que il faut laisser le temps au temps. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il existe une demande mondiale pour des normes fiables pour les méthodes d'analyse provenant de l'industrie laitière, on verra pourquoi tout à l'heure, des laboratoires laitiers et des laboratoires accrédités 17025, mais aussi des autorités nationales, des autorités internationales et le Codex Alimentarius. Alors, venons-en en pratique. Ça sert à quoi?
quelle est la valeur ajoutée ou quelles sont les valeurs ajoutées et l'intérêt de la normalisation analytique pour les acteurs de la filière laitière? La première des choses, c'est l'harmonisation des méthodes. Vous pensez bien que si chacun faisait sa petite méthode butyrométrique, gel d'al, extraction ou microbiologique dans son coin avec ses petits savoir-faire, la comparabilité des résultats s'en trouverait un petit peu affectée. Et la comparabilité des résultats est absolument obligatoire pour les comparaisons entre laboratoires, pour les échanges de matières, pour intra-groupe laitier ou entre groupes laitiers par exemple, mais aussi pour les échanges commerciaux quand le groupe X vend de la poudre de lait au groupe Y qui est de l'autre côté de la planète. Le deuxième point, c'est la base de la reconnaissance des laboratoires. Et l'accréditation ISO 17025 s'appuie sur les méthodes normalisées, considérant que ces méthodes normalisées publiées par un organisme de normalisation sont des méthodes reconnues. Auquel cas, vous avez la possibilité, via une vérification, d'implémenter la méthode et de demander ensuite la reconnaissance de compétences par l'organisme d'accréditation, en France COFRAC, sur cette méthode. Et puis ensuite, la troisième valeur ajoutée, c'est que la normalisation est la base de la réglementation. Encore une fois, vous avez bien vu tout à l'heure, norme égale application volontaire, réglementation, application obligatoire. Mais il se trouve que la réglementation reprend dans certains cas, que ce soit la réglementation nationale européenne, des bases de normalisation et des méthodes normalisées. Je vous montrerai 2 exemples juste après. Et puis il y a le codex. Alors le codex, c'est aussi la boîte noire pour, je pense, un certain nombre d'entre vous. Donc on essaiera de voir un petit peu clair. C'est quoi le codex? Ça sert à quoi le codex? Parce qu'on entend beaucoup parler par rapport à ça. Alors deux exemples sur de la réglementation. Vous le voyez, c'est un règlement CE 1255 sur les méthodes à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers. Et là, vous retrouvez dans ces multiples tableaux qu'on retrouve dans le règlement européen que pour du stockage public, là c'est sur le beurre, on fait référence à des normes 3727-1, 3727-2, 1789, etc., etc. Donc, les méthodes analytiques normalisées, là internationales, dans ce cadre-là bien sûr, parce que c'est un règlement européen, sont reprises dans la réglementation, ce qui veut dire que pour finalement satisfaire les questions de règlement de la Commission sur le stockage public et l'intervention notamment, parce que c'est le cas, intervention beurre, intervention poudre, on fait référence et on doit appliquer des méthodes normalisées. Deuxième exemple, plus microbiologique, avec le règlement 2073 que tous les microbiologistes connaissent. Là encore, on retrouve des méthodes d'analyse qui sont reprises, vous le voyez, que ce soit la 21528 sur les Enterobacteriaceae ou que ce soit sur les fromages au lait cru pour les staphylocoagulase positives, la 6888-2. Donc à chaque fois que possible, il y a reprise de méthodes normalisées ou de documents normatifs dans les règlements. Alors il y en a plein d'exemples, comme ça on pourra en retrouver. Le codex. Alors le codex fait un peu black box de temps en temps. Qu'est-ce que c'est le Codex Alimentarius? C'est un code alimentaire, c'est un ensemble de normes, de lignes directrices ou de codes d'usage adoptés par la commission du Codex Alimentarius. Le Codex est une commission gouvernementale ou intergouvernementale créée par l'organisation l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'OMS, afin de protéger la santé des consommateurs, de promouvoir des pratiques loyales en matière de commerce des denrées alimentaires. 188 États membres plus l'UE. Je pourrais rajouter aussi que dans certains cas et certaines commissions, et notamment celle dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est le comité Codex, méthode d'analyse et sampling, on a des pays invités, des organisations invitées, des organisations professionnelles, et la FIL fait partie de ces organisations professionnelles qui sont invitées, au même titre que la OAC, la OCS, l'ISO, etc., etc. 2 points, les normes Codex garantissent la sécurité alimentaire des aliments en vue de leur commercialisation, qui est quand même important, et les textes du Codex relatifs à la sécurité sanitaire des aliments servent de référence quand un différend commercial est porté devant l'OMC. On va y revenir tout de suite, c'est un point important. Et là, on fait tout de suite la transition du technique à l'économique. 2 exemples sur le Codex, en pratique. Je m'intéresserai qu'à 2 exemples sur la partie Codex. On pourrait parler des additifs, parler des contaminants, etc. 1, les normes produits. Le Codex Alimentarius, vous avez la 2e édition de 2011, là vous le voyez à gauche, définit des normes pour différents produits laitiers. Et il y a un lien bien évidemment avec l'aspect normatif. Vous le voyez là, je vous ai mis le Codex TAN 279, norme Codex pour le beurre, qui dit composition, teneur minimale en matière grasse 80%, teneur
maximale en eau 16%, teneur maximale en extrait sec non gras, donc en non gras sec pour les laboratoires 2%. Ce qui veut dire que derrière, quand au niveau normatif on parlera de beurre, on parlera de produits supérieurs à 80%. Et pas d'autres produits qui peuvent avoir une dénomination, par exemple, demi-beurre ou beurre léger, etc., avec des teneurs en matière grasse de 41 et 62. Voilà pourquoi, dans notre norme et dans la série dont je vous présentais tout à l'heure dans le règlement européen 3727-1, 3727-2, 3727-3, qui sont pour l'humidité et le non gras sec et le calcul de la matière grasse, clairement, ces méthodes ne sont applicables qu'au beurre, le beurre étant défini par une teneur maximale en matière grasse laitière. Alors, vous allez me dire, mais je fais quoi avec mes produits qui sont à 40%, 41% de matière grasse ou 62% de matière grasse? Et bien là, il n'y a pas de spécification par rapport à ça. La seule spécification qu'on a, c'est pour la matière grasse. Et là, vous avez un document normatif qui s'appelle beurre, mais aussi matière grasse tartinable, entre autres, et qui s'appelle ISO 17189, si je ne me trompe pas, et qui vous donne quelle est la méthode pour appliquer et définir la teneur en matière grasse de ces produits. Donc, très important d'avoir une approche. Je vous ai cité le cas du beurre, je pourrais vous citer le cas de la crème, où la teneur minimale en matière grasse est 10%, et on voit aujourd'hui fleurir, entre guillemets, des crèmes à 7%. Crème à 7%, globalement, n'est pas ou ne pourrait être applicable, ou surtout que les valeurs de fidélité ne sont pas applicables pour l'analyse d'une méthode, d'une crème à 7% par exemple, par une méthode de détermination de la teneur en matière grasse, ISO 23318 par exemple. Deuxième exemple, je vous ai parlé du ce qu'on appelle le CCMAS, c'est-à-dire Comité Codex, méthode d'analyse et sampling, et d'échantillonnage. Ce CCMAS est très très important, il définit les critères appropriés aux méthodes d'analyse et d'échantillonnage du Codex, il assure la coordination entre le Codex et d'autres groupes internationaux s'occupant de méthodes d'analyse, que je vous ai dit tout à l'heure, la FIL, l'ISO, la OAC, la OCS, on a tout un ensemble par rapport à ça. Il indique les méthodes de référence en matière d'analyse et d'échantillonnage adaptées aux normes Codex, et il élabore des plans de contrôle. En pratique, c'est quoi le CCMAS? C'est une suite, finalement, de tableaux dans lequel on va retrouver ce qu'ils appellent les commodities, c'est-à-dire le type de produit, les provisions, c'est-à-dire le critère, les méthodes, et derrière, le principe. Il faut savoir que quand vous faites un échange entre un client, enfin un fournisseur et un client, si vous êtes d'accord sur la méthode d'analyse à appliquer, par exemple, je suis d'accord pour appliquer la méthode XX pour déterminer la teneur en humidité de mon essai, tout va bien. Mais à partir du moment où il y a un différent, ou d'une part où il n'y a pas d'accord entre client et fournisseur, ou il y a un différent entre les résultats, c'est alors que c'est la méthode qui est définie dans le codex, c'est XS 234, qui est le codex, c'est le document spécifique aux produits laitiers qui va s'appliquer. Et donc là encore, on passe de la normalisation, finalement, avec des documents normatifs qui ont été élaborés avec des experts techniques, aux aspects économiques d'échange. Et donc, quand on est dans un système de ce qu'ils appellent au niveau du codex dispute resolution, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, entre guillemets, entre le client et le fournisseur, à ce moment-là, le juge de paix, c'est celui-là. Et dire, ben voilà, c'est cette méthode-là qu'il faut appliquer. Et vous appliquez cette méthode-là, et c'est elle qui donne le là. Voilà. Donc, dans tous les échanges, potentiellement, vous pouvez avoir des connexions aux méthodes d'analyse qui sont déjà définies. Donc, vous voyez qu'on passe déjà de méthodes d'analyse par des gens de laboratoire, par des personnes de laboratoire, experts techniques, et on revient directement, via le codex, à des sujets économiques. Le sujet brûlant qui vient de se finir au niveau du codex, c'est l'humidité du lactosérum sec, par exemple. Juste pour la petite histoire, que vous voyez un petit peu l'aspect image. Nous avons au niveau de la FIL et de l'ISO publié en 2004 une méthode de l'humidité dans le lait sec qui a été étendue au lactosérum sec, aux dairy permeate powders, etc., en 2024. Et les gouvernements, puisque ce sont les gouvernements, notamment d'Amérique du Sud principalement, donc avec fer de lance, Uruguay, Brésil, Argentine, sont venus contre cette méthode-là. C'est la méthode ISO 5537, pour ceux qui la connaissent, c'est le petit four Funke-Gerber, là, rouge, dans lequel on fait des essais, et qui avait été développé parce que on avait vu dans les années 2000 une influence du taux d'humidité du laboratoire sur la prédiction des taux d'humidité des produits secs, les produits secs ayant une tendance hygroscopique très très forte. Et donc ces 4 ou 5 pays ont dit nous on n'est pas d'accord.
Nous, on ne veut pas appliquer cette méthode-là. On veut rester avec la vieille méthode, entre guillemets, 102 degrés et classique. Voilà. Donc, grosse discussion depuis 4 ans au Codex. N'oublions pas que derrière tout ça, il y a des aspects économiques et de gros sous, hein, pour être très clair. Ce qu'il faut voir, c'est que, voilà. Et donc, là, on vient de sortir un petit peu de l'ornière où l'humidité pour le lactosérum sec, tout le monde a eu un peu gain de cause, c'est-à-dire que les pays d'Amérique du Sud ont eu l'intégration de l'ancienne méthode 102 degrés dans le règlement Codex, mais en type 4. Mais le fait qu'aujourd'hui, en cas de ce que je vous disais tout à l'heure, des dispute resolution, c'est-à-dire de désaccord entre le client et le fournisseur, on appliquera bien la méthode, on va dire ISO 5537, qui est une méthode critère type 1 pour le Codex. Donc c'est vraiment important ces choses-là, parce qu'on sait qu'on a des deltas et des différences et des gaps entre les méthodes. Autre exemple qui est récurrent, ce que j'ai mis, le NCF, Nitrogen Conversion Factor, c'est-à-dire le facteur qui permet de passer d'azote en protéines pour nos produits laitiers, notre fameux 638 pour les gens et les personnes qui manipulent cette chose-là. Toujours des discussions là-dessus. Je vous rappelle que nos amis du soja sont à 5,75, d'autres à 6,25, enfin, etc., etc., que ce 6,38 a été établi sur une base scientifique. Et bien évidemment, ce sujet, il revient toujours à l'ordre du jour et il faut toujours être vigilant. Pourquoi? Quand vous avez une teneur en azote de 5 et vous le multipliez par 6,25 au lieu de le multiplier par 6,38, je ne vous explique pas la teneur en protéines in fine et donc les aspects économiques qui vont derrière. Donc vous voyez qu'on est passé d'un aspect technique, très technique et scientifique, à un aspect économique. Ces collaborations Phil-ISO, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit 61, 63. Pour éviter la duplication, depuis 2001, on publie qu'un seul document avec 2 références isophiles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les réunions des comités permanents de la FIL servent également les réunions TC34 sous comité 5. Et puis, comme l'a dit Jennifer tout à l'heure, un alignement des procédures, que ce soit au niveau international, mais aussi au niveau français, hein, puisque quand on fait une position de vote avec la FNOR, on fait la même position avec la FIL, puisque c'est le même commentaire. Donc, on essaye d'être à peu près cohérent entre nous, depuis un certain nombre d'années. Voilà ce méthode standard steering group dont je vous ai parlé tout à l'heure, élargi, où on retrouve des personnes de la FIL, Aurélie notamment, pour ceux qui la connaissent, Marcel de Vries, qui est le secrétariat du TC34 sous comité 5, et puis ces 4 comités permanents, Analytical Method for Composition, donc, qui est managé par Richard Johnson et Kevin Moncliffe, Analytical Method for Additive et Contaminant Exclusion hollandais et Jonathan Dreyer, et puis la partie Method for Dairy Microbiology. Il y a 2 ans, on a remis ensemble finalement les 2 standing committees qui traitaient de la microbiologie, flore positive et finalement flore non positive, entre guillemets, flore d'altération et potentiellement pathogène, qui est managé par Yao Su de Chine, associé de 2 Allemands, Barbara Gert et Ingrid Fischer, et puis la partie Laboratory Statistics and Quality Assurance, Daniel Schwartz de Danemark, et un poste vacant, donc welcome s'il y a des envies d'aller être deputy chair du Laboratory Statistics and Quality Assurance, connecté avec Jennifer, qui sera un plaisir de vous nommer à la FIL, et vous serez le bienvenu, ou la bienvenue. Voilà. Donc tous ces postes-là, c'est des postes, entre guillemets, c'est pas des postes, c'est des positions. Et c'est des positions qui durent 2 mandats de 2 ans. Hein. Donc, évidemment, dans 2 ans, les visages que vous voyez aujourd'hui auront bougé. En tout cas, le mien aura disparu. Ça, c'est une certitude. Cette collaboration Phil-ISO est importante aussi au travers des collaborations à travers les expertises et les organisations. Et vous voyez ici ces trous. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, il y en a plein. Je vous ai parlé tout à l'heure du travail de la partie méthode d'analyse avec l'ensemble ce qu'on appelle les IDF bodies, c'est-à-dire les autres standing committees qui travaillent au sein de la FIL, dont vous a parlé Jennifer tout à l'heure. Il y a des task force protéines, il y a la partie food standard, sur la partie standard d'identité, standing committee Nutrition and Health, Animal Health and Welfare, etc., etc. Il y en a tout un ensemble. On retrouve le codex, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, avec ce CXS 234, la discussion sur les trans fatty acides, parce que ça vient toujours aussi ici, l'ISO-TC 34 agroalimentaire, je vous en ai parlé, hein, les méthodes de microbiologie, mais aussi d'autres comités techniques, les statistiques, la biotechnologie, qui sont aussi en connexion et en liaison. Le CNTC 302,
Mais au niveau du CEN, on retrouve le TC 275 et un nouveau comité technique authenticité. Alors, on ne sait pas trop encore une fois, on ne voit encore pas très clair sur ce qu'on appelle authenticité. L'AOAC, vous le verrez tout à l'heure, est principalement avec le Standing Committee sur Analytical Method for Composition, avec beaucoup de discussions sur la lactoferrine, les vitamines, les nutriments, les résidus vétérinaires, les PFAS, les chlorates, etc., etc. Et puis ICAR. ICAR, c'est International Committee for Animal Recording. C'est l'organisme, on va dire l'organisme miroir en France, c'est France Génétique Élevage. ICAR, c'est tout ce qui s'intéresse à l'amont, à la production et surtout, principalement, à ce qu'on appelle le contrôle laitier. Et là, on a des projets communs entre l'AFIL et ICAR. Le principal projet commun qu'on a vu dans les dernières années, c'est le système de référence Somatic Cell Count, où on est arrivé avec ce projet-là à définir un matériau de référence certifié qui permet une harmonisation et une numération cellulaire au niveau international. Et un deuxième projet, je vous en parlerai un petit coup, ils appellent ExtraMIR, qui traite du moyen infrarouge. Alors, ce que je vous propose maintenant, sauf s'il y a des questions peut-être sur cette première partie, je ne sais pas comment vous voulez faire, Jennifer et Alexia. Oui, on peut peut-être prendre des questions si vous en avez sur la structure avant de rentrer dans les détails des projets et des sujets qui sont en cours. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit dans le chat, soit en levant la main. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, on a conscience, c'est pas forcément simple, mais je suis désolé. On transférera les informations, on vous transférera le PowerPoint pour que vous puissiez re-regarder à tête reposée. Okay. C'est surtout pour une meilleure compréhension, parce qu'on fait pas de la normalisation analytique pour de la normalisation analytique. Il n'y a pas de sens. C'est parce que derrière, il y a de l'impact et de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs de la filière et l'ensemble de la filière. Alors, si pas de questions, je vais, si vous êtes d'accord, aller directement sur l'aspect technique. Ah, ça y est, on va parler de matières grasses, de protéines et de microbiologie. Alors, j'ai pas la prétention d'être exhaustif, clairement, parce qu'autrement, on allait y passer un jour, un an, et au bout de 3 heures, vous allez dire, le père Trossa, il me saoule avec tous ces trucs analytiques. Donc, au bout d'un moment, voilà, d'essayer de trouver des points d'attention, des key points sur les différents standing committees, pour que vous voyez la pluralité des sujets qui sont étudiés. Alors, j'ai essayé de pointer du doigt des sujets d'intérêt pour la filière laitière ou des questions qui vont se poser prochainement. Donc, je commence par le premier comité permanent qui est pour les aspects composition. Alors, composition, c'est quoi? C'est composé majeur, mineur, hein, globalement, par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de connexions, et vous l'avez vu dans la diapo d'avant, entre ce qui se discute au niveau du MSSG, de la file et de l'ISO TC34 SC5, et puis les autres organisations. Et là, typiquement dans cette partie de composition, beaucoup d'interactions, et notamment une interaction avec l'AOAC et ce qu'on appelle le SPIFAN. Je pense que beaucoup d'entre vous entendent parler du SPIFAN. Le SPIFAN, c'est quoi? Stakeholders Panel for Infant Formula Adult Nutrition. En clair, méthode d'analyse pour les formules infantiles et les produits nutritionnels pour adultes. Et là, j'en reparlerai tout à l'heure, il y a beaucoup de projets SPIFAN qui arrivent dans ce Standing Committee sur la composition, mais il y a d'autres choses sur lesquelles ils sont en train de réfléchir au niveau du SPIFAN. Pour les gens qui ont suivi, on doit être bientôt au SPIFAN 4. Alors donc ça veut dire qu'il y a eu 3 ou 4, on va dire, 3 ou 4 états de SPIFAN avant, hein, par des programmes de travail sur le fond. Et aujourd'hui, ils réfléchissent à différentes approches. Novel food, déjà, il faut déjà définir novel food, ça c'est la première chose. Et ce qui vient d'arriver, c'est ce qu'on appelle dairy proteins hydrolysate. C'est-à-dire tous les hydrolysats de protéines ou de protéines au sens large qui sont remis dans les formules infantiles et les produits nutritionnels pour adultes. Un autre point de discussion, c'est les fibres et hauts carbohydrates, et puis ce qu'on appelle HMO, c'est-à-dire les oligosaccharides du lait maternel. Donc là, c'est des choses qui vont arriver sur le devant de la scène dans les prochains mois, je ne dirais pas, mais dans les prochaines années. Un sujet avec l'AOAC, alors l'AOAC c'est la partie américaine finalement de la partie méthode d'analyse. Alors c'est pas un organisme de normalisation à part entière sur le fond, mais qui produit des normes
qui produit des méthodes AOAC, et le plus dans le domaine du lait produit laitier, on essaye d'harmoniser avec des méthodes FILISO. Pour l'instant, ils sont en train de revoir et d'harmoniser avec les normes GB pour les gens qui exportent, c'est-à-dire les normes chinoises. Standard commun à venir, j'ai fait fort, à venir sur la détermination de la vitamine C. Donc il y aura à terme un standard AOAC GB sur la détermination de la vitamine C. Toujours un peu compliqué avec des normes GB qui étaient écrites en chinois uniquement au départ et qui maintenant sont en chinois et en anglais, plus facile pour comparer. Mais l'idée, c'est d'aller vers de la normalisation. Et puis un dernier point qui vient intrafil avec la partie standard of identity, mais il y a un lien aussi avec le codex. La contribution au développement de standards pour le camel milk. Évidemment, camel milk, c'est les chameaux et les dromadaires, femelles, c'est pas que les chameaux. Mais il y a un appel à experts qui va être fait, qui a été fait, qui va être fait pour les méthodes d'analyse sur les buffalo et les camel milk. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une voie de valorisation des laits de chamelle et des laits de dromadaires, notamment du lait pasteurisé. Et la question se pose toujours, super, mais est-ce qu'on a les méthodes pour l'analyser? Et le camel milk, il a des particularités. Déjà, l'indicateur, par exemple, qui est la phosphatase alcaline, c'est pas le bon pour la pasteurisation. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Deuxièmement, le camel milk, il est dépourvu de bêta-lactoglobuline, donc ça change un peu la donne. Donc effectivement, avant de pouvoir mettre des standards d'identité sur les produits, et derrière ça va partir au codex pour savoir est-ce que le lait est bien pasteurisé, etc., etc., il y a du travail à faire. Donc il y a eu des discussions par rapport à ça, c'est demandé par UAE, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis. L'Inde est aussi intéressée par rapport à ça, il y a d'autres pays qui sont intéressés pour collaborer. Mais sachez qu'on y va, ça pourrait être intéressant aussi pour Buffalo, parce que je sais qu'il y a quelques troupeaux en France, Centre de France, si je ne me trompe pas. Voilà le programme de travail. Juste pour vous montrer les items, 28 programmes de travail en cours. On ne va pas les passer en revue tous, bien sûr, avec un certain nombre à côté des project leaders, qu'on retrouve souvent quand même les mêmes si vous voudriez regarder par rapport à ça. Et la demande d'experts actifs au niveau de la file d'ISO est de toute façon aussi légion, et il y a beaucoup d'essais de recruter ces experts. J'ai classé les points d'attention par grande thématique. Alors, juste pour passer par rapport à ça, peut-être qu'on pourra faire un point de question standing committee par standing committee, parce que les questions sont peut-être différentes. Au niveau de la matière grasse, différents projets en cours, notamment la révision de la méthode 2213 sur l'acidité de la matière grasse, c'est la méthode BDI, où on réajuste finalement cette méthode parce qu'il y avait des réactifs qui n'existait plus d'une part, notamment le tétraphosphate, et qui était plus distribué, je parle du Triton X100 d'autre part, donc en révision, avec ce qui est important, une méthode qui va partir d'une spécification technique à ce qu'on appelle habituellement un full standard, c'est-à-dire une méthode ISO complète. La révision des méthodes de Weibull-Berntrop, que certains connaissent peut-être, 3 parties, 82-62-1-2-3, managées par les Allemands, avec intégration à terme des 3 parties en une et addition de valeurs de fidélité. C'est une méthode qu'on utilise quand on ne peut pas utiliser les principes Rose-Gottlieb et SBR pour les différents produits que l'on connaît. Une nouvelle méthode sur la teneur en acide gras libre dans les produits laitiers, qui est une méthode de GC, qui est poussée par l'Irlande. Et là, préparation de l'étude collaborative à venir, on est en stade CD, mais on va passer derrière en DIS. Et 2 projets qui sont en lien avec le SPIFAN. Donc, évidemment, quand vous dites SPIFAN, on parle de formule infantile. La détermination des phospholipides. Alors, la méthode est non définie à date, mais le project leader est néo-zélandais. Et puis, quelque chose qui est important et qui, en collaboration avec le sous-comité 11 de l'ISO sur les corps gras, qui a la détermination de la position des acides en position nutritive, parce qu'il y a une histoire en lien avec la nutrition. Et là, l'étude collaborative est en cours, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre potentiellement en 2026 à avoir publié une méthode de SN2. Au niveau des protéines, là, il y a pas mal de travail qui se fait au niveau de ce comité permanent. Un projet français que certains connaissent, la détermination en azote non caséique, révision de la méthode 17997-1, avec une extension au lait non chauffé, bien sûr, jusqu'à 9% de protéines et un ajustement de la quantité active pour atteindre
réellement le pH 4,6 qui est le pH isoélectrique des caséines. On est au stade CD, le travail technique est fait, donc ce qui veut dire on peut penser que 2026 ou début 2027, on verrait la méthode publiée. La fameuse méthode Dumas qui fait suite, et là encore, une étude CNIEL dont il y a eu un webinaire, peut-être que certains d'entre vous ont participé, une étude de performance de la méthode Dumas qui avait été financée par le CNIEL et qui avait été portée à connaissance des groupes de travail normatifs au niveau international et qui donne lieu à une révision de la méthode Dumas, détermination de la teneur en azote par la méthode Dumas, une révision globale de la méthode avec introduction des nouvelles données de performance. Donc, comme quoi, finalement, ce que l'on fait au niveau national peut être poussé au niveau international et faire, finalement, donner de la valeur ajoutée à ces essais. 3 méthodes SPIFAN, enfin, il y en a une derrière encore, la détermination des variants A1 et A2 de la caséine bêta dans les formules infantiles et les autres produits laitiers. Alors, c'est en cours, c'est un projet porté par la Suisse, méthode LCMS-MS, A1, A2, parce que différence au niveau nutritionnel. La détermination des protéines dans la membrane du globule gras, toujours portée par la Suisse. Tout ce qui est protéines avec LCMS et LCMS-MS, c'est suisse, sous-entendu entre guillemets, Nestlé. Et puis la méthode pour la détermination des hydrolysates protéines, toujours portée par la Suisse, mais déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut déjà définir ce qu'on appelle Dairy Protein Hydrolysates, il faut commencer par le début, mais là encore, c'est 3 méthodes très SPIFAN. Et la dernière, pour les protéines, la lactoferrine comme ingrédient, OFI présent dans les formules infantiles. Aujourd'hui, on est au stade CD, on a 2 méthodes disponibles au niveau de la OAC et le projet est porté par Hans Kriegen de la Hollande, de chez Campina. Voilà. Les sucres limités, puisqu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été publiées, notamment des méthodes sur les FOS et les GOS, fructo-oligosaccharides, gluco-oligosaccharides dans le passé. Là, détermination de la teneur en lactose dans les produits, les low ou no lactose products. Là, le projet va être initié. Il y a 2 méthodes candidates. Il y a une méthode enzymatique et une méthode LCMS également. Enfin, voilà. Non, pardon, pas une méthode LCMS, une méthode de chromatoionique pour les sucres qu'on utilise habituels avec une détection en PAD. Donc là, on est au début de l'histoire par rapport à ça, mais je pense que comme c'est un projet en lien avec la OAC et le SPIFAN, ça va arriver rapidement au niveau de l'ISO et de la FIB. Et puis quelque chose qui n'est pas protéines matière grasse, mais qui sont d'intérêt, la détermination des cendres. Là, on est quasi au bout, parce que toutes les méthodes, il y avait 2 méthodes, 55-44 fil 89, 55-43 fil 90, qui ont été reviewées pour toutes avec des nouvelles méthodes, avec une nouvelle méthode et une température harmonisée à 525. Une étude collaborative, donc l'étude collaborative a été finie, publication 2026, on peut penser. Et également, vous avez dû voir pour les personnes de laboratoire, les experts des laboratoires, qu'il y a eu publié l'ISO 24223 fil 253, un guideline pour la préparation des échantillons au départ de produits solides, et là qui est étendu aux produits laitiers liquides. Toujours le même project leader hollandais, et qui est au stade des IS, donc globalement 2026 sera publié. Dernier point sur autre. L'acidité titrable, dans l'ESSEC au départ, c'était ça le point de départ avec une révision de la méthode 6091, fil 86, qui a été étendue aux lait liquide, crème, lait fermenté, lait sec et produits laitiers secs, avec une méthode pH métrique. C'est un projet porté par la France d'intérêt, bon, qui a traîné un peu. Il y a eu plusieurs project leaders qui se désistaient, mais bon, voilà. Donc là, on est en CD, donc on va avancer sur ce projet. Un point divers, sachez qu'on travaille aussi en connexion, et je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vous montais dans le schéma, parce qu'il y a une demande de l'OMS aujourd'hui pour collecter des données à partir de la méthode caractérisation de la matière grasse du lait et des produits laitiers, ISO 958 fil 231, pour réaliser une base des acides, des transfatty acides, des acides gras trans, approche ruminant, dans une approche pour différencier les origines des TFA dans les produits composites intégrant des ingrédients laitiers. Toujours la question de se dire, mais il y a des acides gras trans, oui, mais certes, mais il y en a qui sont inhérents finalement aux approches des ruminants, à la production du lait, et puis vous avez des acides gras trans qui sont produits finalement par des process ultérieurs. Donc c'est toujours la discussion, et donc l'OMS souhaite collecter des données pour avancer dans cette partie-là. Peut-être qu'on pourrait faire, je ne sais pas, Jennifer, Alexia, un point là-dessus, s'il y a des questions sur ce point-là, si je peux répondre. Alors, peut-être pas immédiatement à tout, mais voilà. Ça permet de boire un coup.
Et on vous laisse prendre la parole si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat, mais si elles vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas non plus à les écrire dans le chat et on les lira pour y répondre. Mais Philippe, pour l'instant, il n'y a pas de questions et il n'y a pas de main levée. Il y a deux solutions, hein. Soit j'endors tout le monde, soit je suis très clair. Alors, je vous propose de passer, on verra pour la suite, hein, sur un standing committee qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Laboratory Statistics and Quality Assurance. Avant, il s'appelait méthode automatisée. Bon, ça ne change pas trop la donne. Et là, vous voyez qu'il y a six projets en cours avec 2 permanents. Les 2 permanents, c'est S01 et S02. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la FIL et de l'ISO, bon, dans le processus normatif, on a la réalisation de ce qu'on appelle une étude collaborative pour définir et calculer des valeurs de fidélité, répétabilité, reproductibilité. Tous ces calculs, le projet de protocole de départ, plus les calculs sont supervisés par ce groupe-là, ce groupe statistique, mais tous les groupes. Et donc, on fournit à ce groupe-là, ce S01, toutes les données pour validation. C'est eux qui valident. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de point d'intention. Un point d'intention d'intérêt français, les cellules somatiques, puisqu'il y a 2 méthodes qui sont en révision, la 13366-2, fil 148.2, qui méthode en cytométrie de flux, c'est-à-dire la méthode de routine. Et là, il y a une révision des valeurs de performance petit r, grand R. On est en stade CD, mais le boulot est fait, donc ça veut dire que je pense que 2026, ça paraîtra. Et puis la révision de l'ISO 13366-1, fil 148.1, méthode microscopique, portée par l'Italie et la Suisse. Le premier était porté par l'Italie et la France. Et là, on est en révision en cours sur la méthode microscopique avec l'intégration de lecture automatisée, puisque pour ceux qui ont lu des cellules somatiques dans le temps au microscope, c'est pas très simple. Et puis, l'intégration de 2 annexes qui proviennent de 2 projets de recherche, Miami et Antoinette, qui traitaient de la différenciation cellulaire entre polynucléaires, mononucléaires, macrophages, etc., etc. Voilà. Et puis, dans le cadre de ces cellules somatiques, un autre projet qui est un suivi au long cours de l'implantation du matériau de référence certifié, je vous en ai parlé tout à l'heure, issu du projet 09, au niveau international pour assurer l'harmonisation des comptages cellulaires au niveau international. Alors aujourd'hui, il reste encore des pays qui n'ont pas implémenté ce CRM, c'est-à-dire qui n'ont pas des données qui sont raccordées à ce CRM. Au niveau de l'infrarouge, un projet conjoint, je vous en ai parlé tout à l'heure, ICAR-FIL, qui s'appelle Extramir, managé par la Belgique, avec tout un travail autour de l'infrarouge sur la prédiction des équations avec différents objectifs. 1, améliorer la communication sur la prédiction des équations et leur potentialité. Et de mettre à disposition des outils, et notamment une plateforme pour comparer les prédictions données par différentes équations et pour valider les modèles. Voilà. Pour les personnes qui sont du secteur et qui travaillent avec de l'infrarouge, notamment contrôle laitier, il y a un peu une poursuite de, comment on va dire, Optimir, EMR, etc., qu'on retrouve dans ce projet. 2 points en réflexion qui ne sont pas encore commencés, mais qui vont venir sur le tapis très prochainement. La demande de révision des guides infrarouges, il y en a 2. ISO 9622 sur le moyen infrarouge, 21543 sur le proche infrarouge. Les project leaders, alors c'est un projet hollandais, danois, simplification des guides, d'intégrer des instruments sans homogénéisateur, parce que, alors pas en interprofession et en contrôle laitier, mais dans les appareils d'usine, on a des appareils qui arrivent sans homogénéisateur maintenant, et l'utilisation de lait congelé. Bon, on verra un petit peu, ce n'est qu'un début. Et la grosse question qui dont on va parler en Inde, à Anand au mois de mars, c'est la partie expression IBC versus UFC. Alors ça intéressera entre guillemets que les laboratoires qui font du paiement modulaire à la qualité, alors en France, mais aussi à l'étranger. Pour ceux qui sont au courant, il y a déjà eu un bulletin FIL sur ce sujet. Certaines personnes autour de la table voudraient reprendre la discussion sur l'intérêt de raisonner en IBC par rapport à l'UFC, sachant que voilà, les points à prendre en compte et qu'on a pointé du doigt, l'utilisation et la compréhension des données. On n'a pas travaillé en UFC pendant des années et des années pour effectivement qu'il y ait une transition facile en IBC, parce que là on modifie complètement les données. La question de la standardisation des appareils entre
versions du même constructeur, mais surtout entre marques. Et puis la problématique aussi, ou le questionnement de la réglementation UE, puisque la réglementation de l'Union européenne, elle est en UFC, elle n'est pas en IBC. Donc tout ça, ces points arrivent sur la table. Donc on sera vigilant, parce que c'est aussi ça, sur ces deux approches-là, pour défendre les positions françaises, parce que c'est pour ça qu'on y va, défendre les positions françaises. Et là, il y a pas mal de discussions à avoir, vraisemblablement au niveau du CNIEL, sur ce dernier sujet IBC et UFC, qui est apparu, qui a disparu et qui réapparaît. Peut-être si des questions, autrement on poursuit sur la partie LSQA. Il n'y a pas de questions dans le chat, il y a des questions. Okay. À la fin. Donc, je vous propose de partir sur le 4e, qui s'appelle la méthode for Additive and Contaminants. Son petit nom, c'est SCAMAC. Là, 11 projets en cours. Et un point important, c'est une liaison avec d'autres organisations, et notamment un standing committee de la FIL qui s'appelle l'IDF Standing Committee on Residue and Chemical Contaminants, et qui ont fait une plateforme de connaissances de la dairy chain pour toute la partie contaminant, avec un objectif du SRCC, c'est d'être toujours vigilant, proactif et de updater, entre guillemets, si je prends un anglicisme, cette plateforme. Les travaux en cours, détergents, désinfectants, huiles minérales et additifs réduisant le méthane, vous voyez que c'est assez large, et des nouveaux sujets priorisés sur les mycotoxines, les contaminants provenant des emballages et les additifs toujours réduisant le méthane. Voilà la plateforme que l'on peut voir avec en orange ce qui correspond à ce qu'ils appellent les candidate topics, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis les choses qui sont également suivies, qu'on verra tout à l'heure en vert, sur les PFAS, sur les micro et nanoplastiques, sur les chlorates, etc., etc. Donc voilà un petit peu. Donc là, c'est vraiment une bonne connexion entre un comité permanent qui travaille sur les résidus et les contaminants chimiques, et puis au sens large dans la filière, tout au long de la dairy chain, et à côté de ça, les méthodes d'analyse pour essayer de les détecter. C'est une belle collaboration entre le SRCC et puis le SCAMAC. Alors, là encore, dans les liaisons avec d'autres organisations, ça permet aussi de voir ce qui se travaille ailleurs et globalement ce qui est en cours ailleurs. Donc au niveau de la OAC, il y a la publication d'un guide de validation des méthodes sur les allergènes alimentaires, sachant que le guide pour le gluten, il est en attente de publication et donc il va être publié sous peu. Et puis des méthodes horizontales qui sont développées au niveau de l'isodeucène et de la OAC pour le glyphosate et les métabolites, pour les furanes et alkylfuranes, le PFAS, la vanilline dans les formules infantiles, les éléments traces, une question de spéciation alimentaire sur l'arsenic et les méthylmercure, et puis effectivement IDF Standing Committee on Residue and Chemical Contaminants pour le lien. Et puis un point important au niveau du CODEX, donc je vous ai parlé tout à l'heure du comité CODEX Method Analysis of Sampling, mais il y en a plein d'autres, et notamment le comité CODEX Food Additives, qui lui souhaite changer le niveau maximum des nitrates dans les produits, notamment avec un focus sur les fromages. Et la question et le lien avec les aspects de méthode d'analyse, c'est est-ce que les limites de détection des méthodes actuelles est bien en ligne avec cette potentielle évolution de niveau maximum des nitrates dans les produits laitiers. C'est une chose qui va être à travailler. Donc, toujours pareil, ça, il y a un appel à experts au sein des différentes entités et organisations, notamment au niveau de la FIL et de l'ISO, là, par rapport à ça, pour travailler sur ce sujet-là. Différentes méthodes dans le programme de travail de ce SCAMAC. Projet proposé par la Suisse, et notamment Thierry Delatour, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Une méthode LCMS-MS pour détecter plus de 150 résidus. Quand on parle de résidus, je parle de résidus médicamenteux et chimiothérapeutiques. On est au stade préliminaire, mais il faut savoir qu'il y a 4 méthodes AOAC en LCMS-MS qui ont été publiées, ce qu'on appelle en final action, c'est-à-dire ils sont à la fin du développement. Là aussi, ils fonctionnent un peu différemment, effectivement, de nous. Il y a ce qu'ils appellent les first actions, c'est-à-dire le départ. Ensuite, il y a des travaux sur les méthodes. Et quand les méthodes sont finalisées, entre guillemets, à ce moment-là, on est au stade final action.
Un guide important, puisque c'est un vrai questionnement sur les immunoessais sur l'aflatoxine M1, proposé par les Belges, et là un New Work Item, donc un nouveau projet va être proposé, je pense au niveau fil, alors en 2025 pour démarrage en 2026. La détermination des chlorates et des perchlorates dans les baby food, formules adultes et infantiles et leurs ingrédients, hein, un projet hollandais. Là, on est au stade préliminaire, mais la méthode, elle est globalement finie. Et puis, quelque chose qui est quasi fini également, la détermination du fluoride, et donc du fluoride ajouté dans les formules infantiles, le lait et les produits laitiers, qui vient du Spifan au départ. Les points en discussion, finalement, ce sont en lien avec la plateforme de connaissances du SRCC. Il y a, au niveau de ce Standing Committee AMAC, un monitoring du développement de différentes méthodes de détermination, j'en ai parlé tout à l'heure, des microplastiques, des PFAS et des huiles minérales. Très vraisemblablement, de toute façon, au niveau de ces méthodes-là, ça ne sera pas des méthodes spécifiques produits laitiers, mais c'est des méthodes qui vont s'intégrer dans des méthodes plus horizontales, food, qui sont managées au niveau de l'ISO, de la OAC. Donc voilà, des points d'intérêt et ces 3 points qui avaient été mentionnés au niveau de la plateforme de connaissances. No comments? Non, toujours pas de questions. Ok. Et pour finir, et après j'arrêterai de parler, la microbiologie. Alors, la microbiologie, 2 approches différentes. Il y en a une où je vais aller un peu plus loin que l'autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Comité technique agroalimentaire 34 de l'ISO sous comité 5 traite aussi de la microbiologie, mais dans ce versant microbiologie, on est plus sur une partie flore positive et flore d'altération. Et à côté de ça, on a des méthodes horizontales, alors qui sont pour les bactéries pathogènes, pas que, hein, bien sûr, mais méthodes horizontales, c'est-à-dire sans spécificité les produits laitiers, qui sont travaillées au niveau du sous-comité 9 de l'ISO, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, microbiologie. Donc là, je vais vous faire une petite review au niveau du MDM. Alors, avant, il y avait 2 standing committees, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelait le standing committee HMH harmonisation, c'est-à-dire ce lien avec le sous-comité 9 de l'ISO, et un standing committee traitant que des flores positives principalement et des sports d'altération. On a décidé au niveau du MSSG de regrouper ces 2 standing committees, c'était les mêmes experts, avec des sujets d'intérêt communs, et puis où les compétences globalement microbiologiques étaient globalement communes. Donc ce MDM a 17 projets très actifs, et très proactifs, surtout ces dernières années. Et on retrouve beaucoup de méthodes qui sont en révision. Alors vous le voyez, les micro-organismes caractéristiques des yaourts, un projet porté par les Hollandais. L'activité acidifiante des cultures laitières, alors là plus sur les ferments, porté par la Chine. Quelque chose d'intéressant sur la quantification différentielle des espèces bactériennes. Alors, espèces bactériennes, alors plus au départ des ferments, mais qui peut aussi être dans le lait, les produits laitiers, sur des bifidobactériennes, des lactococcus, des lactobacillus, etc., porté par l'Italie. On est au stade préliminaire. Quelque chose qui peut intéresser la France, au moins 2 laboratoires, si je ne me trompe pas, au niveau français, c'est la révision de la méthode ISO de 8853, fil 131 sur la méthode à lance calibrée, qu'on appelle aussi méthode Thomson. Là, on a au stade DIS, mais après discussion avec la project leader qui est Barbara Gerten, bon, c'est des modifications éditoriales, donc ça ne changera pas globalement la face du monde au niveau de cette méthode à lance calibrée qui est encore pratiquée en France. Une méthode sur les pseudomonas, donc là on arrive sur les flores d'altération, hein, avec une révision de cette méthode-là dans le lait des produits laitiers, projet porté par le Canada, ça va être Julie Audi, si je ne me trompe pas, qui est au stade CD. 2 éléments assez, comment on va dire, technologiques, la révision de la méthode sur le dénombrement des spores résistants, thermorésistants des bactéries thermophiles dans le lait traité thermiquement les produits laitiers en poudre, projet porté par les États-Unis. On est au stade DTS, alors DTS puisque c'est une spécification technique, on est quasi à la fin finalement de la procédure normative, et un autre sur le dénombrement des micro-organismes thermophiles dans le lait et les produits laitiers par les Hollandais qui commencent puisqu'on est au stade de committee draft.
Et à prendre en compte également la publication d'un bulletin FILD. Alors on en parle depuis longtemps, hein, on arrive juste à la publication, le bulletin FILD 533 de 2025 sur les considérations des méthodes pour le dénombrement des spores de Clostridia produisant de l'acide butyrique. Point, on va dire, review des méthodes disponibles, Brian Burke et autres, et d'autres méthodes pour ces méthodes-là et pour ces déterminations de ces spores de Clostridia qui interviennent dans des problématiques de gonflement, notamment pas de cuite, pas de pressé. Porté par les Allemands et quelqu'un que certains connaissent bien, Manfred Schickinger. Quelques éléments pour finir sur le sous-comité 9. Alors, je ne serai absolument pas exhaustif, volontairement, hein, parce qu'autrement, on y aurait passé 2 jours, et j'ai vu qu'il y avait des experts éminents du SC9 ici. Alors, ne me dites pas que j'ai oublié des trucs, je sais, j'en ai oublié par rapport à ça, mais juste pour vous montrer qu'il y a également une connexion, parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le Standing Committee MDM, il y a une grosse part de l'activité qui est aussi le suivi du sous-comité 9, hein, avec commentaires, spécifiquement, hein, parce que c'est bien beau de travailler sur des normes, horizontales, comme c'est le cas, mais à chaque fois, il y a une attention particulière des secteurs, et notamment du lait des produits laitiers dans notre cas, pour dire et pour donner des commentaires par rapport à la spécificité des produits laitiers dans le cadre de ces méthodes horizontales. Donc, quelques éléments, vous allez le voir. Ce sous-comité 9 travaille avec des working groups. Juste, ça va faire un peu catalogue, là, je suis désolé par rapport à ça, mais vous allez voir que c'est très divers et varié, et il y a beaucoup de choses en cours, hein. La réunion ISO TC34, TC9, qui est en même temps que le CEN TC463, s'est déroulé à Madrid en juin, et donc je crois qu'ils y ont passé 3 jours, donc vous voyez, on va pas y passer 3 jours. Essayez de faire quelques key points sur ces points-là qui peuvent avoir de l'importance. Le premier working group sur la validation des méthodes statistiques, sur la révision des méthodes 1640-2 et des amendements à venir sur 1640-3 et -4, -2 validation de méthodes alternatives, 40-3 vérification, et puis la création de 2 autres 1640-8 pour les virus parasites et -9 pour les toxines et les amines biogènes. Ça c'est aussi intéressant, ça poursuit finalement l'implémentation avec d'autres approches microbiologiques que sont les virus parasites. Le WG5 sur les milieux de culture, la révision en cours de l'ISO 1133 qui est au stade DIS. La préparation des échantillons, révision en cours ou à venir, ISO 6887-1, 3, 4, sachant que pour le lait produit laitier, c'est la partie 5. Mais néanmoins, il y a des considérations générales en partie 1, dont on serait potentiellement impacté. Au niveau du WG9 sur la détection de Salmonella, suivi ISO 6579-4 avec la détection du variant monophasique de Salmonella typhimurium qui arrive au bout, hein, on est en F10. Et le WG13 sur les staphylocoques coagulase positives avec une révision en cours de la 6883-3, c'est méthode NPN petit nombre. Et puis un point important quand même qui est la 6883-4 avec la caractérisation Isola par PCR, c'est un nouveau projet. Si on continue sur ces projets-là, WG16, levure moisissure, une méthode horizontale de dénombrement des levures et moisissures, quand je mets ILS, c'est Interlaboratory Study, donc c'est une étude collaborative pour définir les valeurs de fidélité, répétabilité, reproductibilité. WG18, détection et numération E. coli, étude de comparaison d'ensemencement en surface versus profondeur, et puis une étude de validation sur la série des normes 16649 sur ce sujet-là, E. coli. Un point important, peut-être, le reste est important aussi, mais qui parle aussi, c'est la révision en cours de l'ISO 4833-1 et -2 sur les micro-organismes à 30 degrés. Et puis Listeria monocytogenes, Listeria SPP dans le WG32, l'amélioration de l'enrichissement dans l'ISO 290-1 qui est la détection L-mono, et les abonnements qui vont arriver sur le stockage des échantillons avant analyse dans la 11290-1 et -2, et le changement des souches pour le test des milieux de culture. Chronobactère, qui intéresse plus peut-être les produits secs, produits laitiers secs notamment, et l'étude collaborative est à venir dans l'ISO 22964. Et pour finir, le WG34 sur les Enterobacteriaceae. Alors vous avez vu, hein, ces parts finalement
par micro-organisme ou d'un aspect général, avec une révision des deux méthodes 21528-1 et -2 qui est en cours. Quelque chose de plus global, la révision de l'ISO AWI 2218 sur les méthodes PCR pour la détection et la quantification des pathogènes dans les matrices alimentaires. Et puis pour finir, le WG38 sur colis producteurs de Shiga toxines, avec la révision des méthodes ISO 13136-1 qui seront maintenant détection et isolement et -2 caractérisation. L'étude collaborative est en cours et dans les résolutions qui sont parues suite aux réunions de Madrid, il se donne entre 12 et 18 mois pour finir le travail. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que cette méthode-là et que cette révision-là est enclenchée pour la 13136. Et elle est d'impact, effectivement, pour les acteurs laitiers français, on va dire en connexion avec la nouvelle définition des steaks. Alors, moi j'en ai fini par rapport à ça. J'espère que je n'ai pas été trop endormant, entre guillemets, que ça n'a pas fait trop catalogue, mais l'idée c'était de montrer pour les personnes qui... Alors d'une part, l'impact de la normalisation analytique et de ces documents normatifs sur lesquels on passe du temps à écrire et quelles sont une importance majeure derrière pour des aspects techniques, économiques, échanges, sécurité alimentaire, etc., etc. Et puis la pluralité des sujets qui sont traités. Alors certes, par le biais des standing committees et des comités permanents qui sont différents, mais vous avez vu le grand écart qui est fait entre guillemets, entre d'un côté les fluorides ou la lactoferrine, de l'autre côté la quantification des flores spécifiques, lactobacillus, etc., par cytométrie de flux, en passant par les contaminants qui sont d'un intérêt très important pour la filière aujourd'hui et pour ce qu'on appelle la dairy chain. Voilà, moi j'en ai fini par rapport à mes propos qui certes ne sont pas, et je le sais, exhaustifs, complets, mais sur lesquels on peut revenir si vous voulez. Oups. Philippe, comme tu viens de le dire, il y avait beaucoup de choses, donc on a conscience que c'était peut-être un peu dense et l'idée c'était de vraiment montrer la diversité des sujets qui peuvent être traités dans ce cadre normatif. Et puis de rappeler dans un premier temps comment ça fonctionnait. Et donc je me permets de revenir sur cette première partie pour rappeler que voilà, si au détour des différents slides des sujets d'intérêt pour vous, il ne faut pas hésiter à venir vers nous parce que c'est important qu'on maintienne la position de la France dans ce contexte normatif, qu'on garde nos positionnements et qu'on soit en mesure de défendre parfois soit nos façons de faire, soit nos méthodes. En tout cas, voilà, d'être présent et de suivre ce qui s'y fait pour ne pas se retrouver, comme l'expliquait Philippe auparavant, se retrouver en défaut sur certaines méthodes d'analyse. Je pourrais juste rajouter, excuse-moi Jennifer, c'est que à l'international, la politique de la chaise vide a toujours tort. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, le projet, il avance. Et ce qu'il faut bien savoir, enfin, avec un peu d'expérience dans ces aspects-là, c'est que, bien évidemment, le travail est fait. C'est-à-dire qu'au niveau français, on envoie des commentaires au questionnaire, parce qu'il y a 3 ou 4 questionnaires dans la vie normative, finalement, pour arriver à la publication de nos documents. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller défendre ces commentaires. Un commentaire papier, je ne veux pas dire que le project leader va s'asseoir dessus, mais néanmoins, le fait d'aller le défendre, le fait d'être en réunion, d'amener des éléments, de les présenter, et ça c'est une possibilité. Il n'y a rien de mieux par rapport à ça. Et surtout pour les sujets qui sont un peu touchy aujourd'hui pour la filière. Voilà, désolé. Non, mais c'est très bien que tu le rappelles. Et au-delà de ça, vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de sujets qui sont un peu des sujets qui demandent une expertise spécifique. Alors nous, on s'appuie en tant que CNIL sur l'expertise technique d'Actalia. Ça nous rend de gros services. Malgré tout, c'est toujours bien d'avoir différentes sources d'expertise et de pouvoir se diversifier. Donc voilà. Au-delà de ça, pour les experts, ça apporte également une ouverture sur un réseau international qui n'est pas inintéressant. Là, je te laisserai compléter, Philippe, parce que c'est toi qui y vas plutôt que nous sur les sujets techniques. Mais voilà, il y a aussi la richesse de ce réseau qui s'ouvre aux experts qui vont au niveau international et même au niveau national par le biais de l'AFNOR. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges dans ces contextes-là.
Je ne sais pas si ça a laissé le temps de susciter quelques questions. Apparemment, ce n'est pas le cas. Il n'y a rien dans le chat. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole. Alors, concernant les analyses physico-chimiques, existe-t-il une norme pour déterminer le pH des laits concentrés et laits en poudre? Alors, je vais répondre tout de suite non, mais on a commencé à travailler en réunion AFNOR sur ce sujet-là il y a quelques temps, et le sujet a été repris au niveau de l'ISO, et il y a ce qu'on appelle un New Work Item, c'est-à-dire un nouveau projet qui a été accepté sur la mesure du pH dans le lait et les produits laitiers. Donc, on suit ça de près. Dans l'idée, on souhaitait, vu que c'est nous qui avions lancé l'idée au niveau de l'ISO et de la FIL, on souhaitait être co-project leader. Bon, c'est pas encore tout à fait prêt par rapport à ça. C'est de la négo finalement avec le project leader actuel, mais je pense globalement que ça va se faire. Pourquoi être project leader? Parce qu'effectivement, on peut pousser aussi des choses au niveau de ce document-là. Donc, le New Work Item est passé. Je ne pense pas que la situation soit super compliquée au niveau du pH, même s'il y a bien évidemment à discuter, à échanger techniquement. Donc, effectivement, à terme, peut-être pas 2026, mais 2027, oui, il y aura une norme pH, enfin une norme méthode d'analyse, détermination du pH pour le lait et les produits laitiers. Il y a d'autres questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pourrez bien sûr nous les transférer par la suite et on y répondra. Vous avez nos contacts qui seront indiqués sur la dernière slide, donc vous pourrez nous joindre. Par ailleurs, on vous invite également à diffuser ce qu'on vient de se dire aujourd'hui dans vos structures pour faire connaître un peu le travail de normalisation qui est toujours un peu méconnu. Voilà, si ça peut intéresser des personnes dans votre structure, n'hésitez pas à leur diffuser. On diffusera le lien de ce webinaire pour qu'ils puissent y accéder en toute partie. Mais en tout cas, voilà, que l'information diffuse, c'est ça qui est important, et que chacun y trouve quelque chose pour son domaine d'expertise. C'est ça aussi qui nous permettra au niveau national de recruter de nouveaux experts et de rester impliqués sur ces domaines analytiques qui sont quand même à enjeu, et notamment d'un point de vue économique. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure le webinaire en vous remerciant d'avoir participé. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir vers nous. On répondra avec plaisir. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. On reste. Jennifer, tu peux rester 2 secondes? Oui. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.